Salut l'élite. Allez, je reviens un petit peu sur mon activité à l'aéroport pour vous faire le bilan des mois précédents, car il s'est passé pas mal de choses. Alors, d'abord, à partir d'octobre, on a commencé à avoir une augmentation de nos missions. Il faut dire que le tourisme se portait au mieux. Le Japon battait chaque mois son record de touristes. Alors, on nous a présenté de nouveaux vols à traiter. Il s'agissait essentiellement de vols en provenance de Chine continentale. Ça allait nous donner plus de travail, mais sans incidence sur la paye. Et je voyais déjà la grimace chez certains. Contrairement à ce qu'on peut croire, les Japonais ne sont pas prêts à se tuer à la tâche, surtout dans des entreprises où il n'y a pas d'augmentation, pas de prime, peu de promotion. Donc le temps qui était habituellement un temps de disponibilité où chacun était libre de vaquer à ses occupations, allait maintenant être consacré à la prise en charge de ces vols chinois. On sentait d'ailleurs une ambiance pesante lors de la présentation des nouveaux vols. L'aspect positif de tout ça, c'est qu'il ne s'agissait que de vols charter, donc des avions de petite taille, essentiellement des Boeing 737-200 qu'on connaissait très bien. Les compagnies n'étaient pas trop exigeantes sur les prestations à faire dans l'avion. Au début, tout se passait bien. D'ailleurs, ça ressemble fort à d'autres compagnies chinoises du Nord, qu'on traitait à d'autres moments de la journée, donc pour nous, ça ne changeait pas grand-chose. Alors j'avais remarqué un truc insolite. Les Chinois faisaient parfois appel à des pilotes occidentaux. C'était d'ailleurs les seuls blancs à débarquer de ces vols. Il y a d'autres compagnies où c'est l'inverse. Cathay Pacific par exemple, où ils ont souvent les pilotes occidentaux, systématiquement occidentaux, les hôtesses chinoises, dont toujours une hôtesse indienne. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Et bon, bref, on a commencé à traiter ces nouveaux vols. On n'a pas vraiment sympathisé avec l'équipage. Ils étaient assez froids, distants, ils ne parlaient pas l'anglais de toute façon. Ils cherchaient toujours à savoir si l'un d'entre nous ne parlait pas chinois. Et ils surveillaient constamment nos faits et gestes. On ne pouvait quasiment rien ouvrir, rien déballer, et ça nous empêchait de remplir nos tâches. Il a fallu un certain temps avant qu'ils nous laissent intervenir de manière autonome. Mais on n'aimait pas non plus leur façon de faire et aussi la façon qu'ont leurs passagers de dégueulasser leur siège. Alors, coque de graines de tournesol crachées au sol, trognons de pommes dans les pochettes là où on met les revues, c'est vraiment pas agréable. Quant à l'équipage, j'en ai vu qui vidaient leurs aérosols, des aérosols de je ne sais pas quoi, dans les sacs poubelles qu'ils nous confiaient. Bah, c'était effrayant. Alors au départ, on nous avait présenté à tort cette compagnie comme étant mongole. Il est vrai que le nom de la compagnie évoquait une grande ville de l'Empire mongol. Mais aujourd'hui, c'est plutôt une région kazakh, complètement colonisée par les Chinois. Dans notre imaginaire, en tout cas, ces avions venaient du fin fond des steppes chinoises. Et c'est une image qui nous a induit en erreur assez longtemps. Car il manquait une information que je vais vous révéler tout de suite. En fait, ces avions avaient une correspondance dans le grand hub de Wuhan. Ça vous parle, hein? Bref, on a nettoyé à la main ces avions pendant 3 mois. Voilà. Et à un moment donné, on a commencé à entendre parler d'une histoire de joyeux pangolins dans un marché de Chine. Et là, les gens ont commencé à regarder les Chinois d'un autre œil. En réponse à ça, j'ai vu le staff des avions chinois devenir chaque semaine un peu plus souriant, bienveillant à notre égard. C'était comme s'ils avaient reçu la consigne de faire belle figure et d'améliorer l'image de la Chine. Et là, c'est avec le début d'une crise de pandémie en Chine, les avions étaient de plus en plus vides. Paradoxalement, le staff était encore plus gentil avec nous. Dans les derniers jours où ils maintenaient les vols, ils nous filaient même des sacs entiers de nourriture qu'on se pressait de foutre à la poubelle. Bon, à la fin, ces compagnies de charter n'avaient plus assez de trésorerie pour faire face. Et elles ont toutes disparu de la piste. J'ai vu le personnel au sol, dépendant des compagnies chinoises, vider leurs locaux et fermer à clé. Au début, ça ne changeait pas grand-chose pour nous, puisque c'était des vols qui s'intercalaient entre nos principaux vols à traiter. Voilà. On n'était pas directement impactés. Puis, la pandémie a commencé à prendre une ampleur internationale. Déjà, il y a eu cette histoire de paquebot au Japon, où chaque jour quelqu'un mourait à bord. Dans les salles d'attente de l'aéroport, on était tous braqués sur cette affaire, alors que de temps normal, les gens ils choisissent de regarder les divertissements, le sport, tout ça.
À ce moment, on a tous réalisé qu'il se passait quelque chose. Et les compagnies coréennes ont décidé de couper les lignes. Bon, là, il ne nous restait plus que les grosses compagnies. Des vols connus pour être toujours pleins. Donc on avait Détroit, Honolulu, Taipei, Hong Kong. Sauf qu'il y a eu quelques incidents. D'abord, on a eu ce touriste japonais qui avait pris conscience qu'il avait chopé un truc. Ça ne l'avait pas empêché de continuer son tour d'Asie du Sud-Est. Philippines, Vietnam, Cambodge. Une fois son tour fini, il est revenu au Japon, s'est présenté à la douane, et là, il a dit qu'il avait la fièvre. Alors, comme par malchance, c'était un vol traité par une équipe de notre société, avec lesquels on partageait quelques membres, et un bureau administratif. Mais bon, apparemment, on n'a rien eu, pas de mort, pas de malade. Voilà. Puis, fait très surprenant, un autre passager est arrivé fiévreux depuis Hawaï. Ouais, Hawaï. Ils vont loin, les pangolins. Là, c'était mon équipe qui était de service ce jour-là. Bon, à partir de là, ça a commencé à sentir mauvais pour nous. Les compagnies ont commencé à nous demander de traiter leurs avions contre les risques viraux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo où je vous présentais mon travail, j'expliquais que nous avions entre 10 et 40 minutes pour traiter chaque vol. Donc, tout dépend du type d'avion. Voilà, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas rester longtemps sur la piste, parce qu'ils payent en fait. Donc l'avion arrive, et il est nettoyé, et hop, il repart avec de nouveaux passagers. Voilà. Donc maintenant, sans pouvoir allonger le temps de traitement, il fallait booster l'opération, équiper 2 paires de gants, parfois 2 masques sur la gueule. Les gens ne pouvaient pas respirer parce que bon, on carbure, hein. Bon, on court pas quand même, mais on va vite. Et donc avec un masque sur la gueule, on n'arrive pas à respirer en fait. Et puis en plus, on avait des sprays antiviraux, là, il fallait en mettre partout. Et avec certaines compagnies, il fallait même frotter à l'alcool toutes les surfaces. Et à la fin, c'était du plancher jusqu'au plafond. C'était un truc de ouf. Le travail était devenu infernal. Et après, on jetait tout notre matos après utilisation. On n'en pouvait plus. Qu'est-ce qu'on achetait comme matos? Déjà les masques. Les masques, ils faisaient... au début, c'était chaque avion. Puis après, un avion sur 2, il fallait changer. On n'en pouvait plus. Voilà. Et puis en février, une compagnie a annoncé mettre fin à la ligne jusqu'en mai. Une autre a suivi, puis une autre, puis une autre. Bon, après, c'était la cascade. Hein. Et puis finalement, ils nous ont annoncé qu'il y aurait une reprise en juin. Alors là, on se posait des questions sur l'avenir de la boîte. Le 23 février, on gérait notre dernier vol. Voilà, là, c'était fini. Pour pallier à la baisse des vols, notre société a d'abord débloqué un fonds qu'ils ont appelé Genbin Hosho, une sorte de prime de compensation pour baisse d'activité. C'était aussi pour nous rassurer, parce que c'est vrai qu'on se regardait, on se demandait si on était là le lendemain, quoi. Puis, ils ont commencé à nous donner des conseils. Prenez tous vos jours de congé, par exemple. Dans mon cas, ils m'ont fait faire un truc assez curieux, moyennement légal. Ils m'ont fait signer une demande de jour de congé sur un jour passé. C'est chaud, hein? Alors ensuite, on a eu une réunion où la boîte nous a expliqué qu'elle était en négociation pour que l'activité continue sans que personne ne soit impacté. Voilà, le but, c'était qu'il n'y ait pas de gens virés. Bon, pourtant, il y en a qui ont vu l'orage venir et il y en a qui sont partis tout de suite. Ils n'ont pas cherché à comprendre, surtout ceux qui étaient à quelques mois de la retraite. Eux, ils ont laissé tomber. Donc, ils ont quand même fait pas mal pour nous rassurer. Tiens, d'ailleurs, si au Japon, on peut virer aussi facilement qu'on recrute, une loi protège les employés d'une crise comme celle-ci et oblige la société à nous rémunérer à hauteur de 60%. Alors, ça peut paraître peu. D'ailleurs, c'est vraiment pas suffisant pour nos employés qui étaient à temps partiel. Alors je sais de sources sûres que certains d'entre eux ont tout de suite rebondi en commençant d'autres activités ailleurs, même en touchant notre prime, une prime de chômage partiel, on va appeler ça comme ça. Alors mon cas est un petit peu différent parce que de base, j'ai pas de malus comme eux en fait. Donc dans le calcul de ma paye, du fait que je ne demande aucun jour de congé précis, que je suis disponible du matin au soir, 7 jours sur 7, pour des shifts de 13 heures d'affilée, et que je suis toujours partant pour les heures sup, eh bien en fait ma paye elle n'est pas impactée, en fait, elle est optimisée par rapport à eux.
Et donc je me retrouve avec une paye supérieure à ceux qui sont arrivés dans la boîte avant moi, mais qui demandent à être libérés telle heure ou tel jour, ou qui ont besoin de prendre des congés, par exemple, parce que tel jour ils ont un truc à faire, etc. Voilà. Et ben, donc moi, quand je suis impacté et que je ne touche que 60% de ma paye, je touche plus que ce que je faisais lorsque je donnais des cours à Nagoya, par exemple. Voilà. Sauf que je dois rester à la maison. Et ça a duré comme ça des semaines, puis des mois. Voilà. Chaque mois, on recevait un courrier de confirmation de la reconduction de la prime de chômage partiel. Et puis en juin, ils ont fini par nous faire revenir en équipe réduite de l'autre côté de la piste. Là, une autre équipe s'occupe des vols intérieurs. Il se trouve que nos employés ne sont pas interchangeables. On ne peut pas passer de l'un à l'autre parce que la méthode de travail est différente en fait. Alors en fait, c'était un projet de la boîte à la base. Ils étaient en train de monter une équipe numéro 3 qui était capable d'intervenir sur tous les vols, de passer d'une zone à une autre pour venir aider l'une, pour après venir aider l'autre. Et d'ailleurs, je faisais partie de cette équipe à la base. Même si elle n'était pas créée, j'étais prioritaire pour en faire partie. Mais finalement, le projet avait été avorté pour des raisons que j'ignore. Donc il a fallu une crise pandémique pour que finalement le projet reprenne et qu'il nous forme au traitement des vols intérieurs. Donc déjà, c'est pas les mêmes avions, c'est pas les mêmes compagnies, leurs demandes diffèrent, et aussi le niveau d'exigence est plus haut au sein des compagnies japonaises. Donc c'est plus dur de travailler dans la zone intérieure que dans la zone internationale. Ils attendent un travail de meilleure qualité en respectant des process plus rigoureux. Donc le truc, c'est que dans la zone internationale, on est encadré par l'exploitant de l'aéroport, mais dans la zone intérieure, on est en contrat avec une compagnie bien spécifique, on adapte nos uniformes en fonction de ça, on utilise leurs véhicules en leur nom, et donc on respecte leurs protocoles. Et on est aussi dans leur bureau. Voilà, et cette compagnie, elle est associée à d'autres compagnies étrangères, et on peut être amené à gérer des vols internationaux, comme par exemple les vols en provenance du Vietnam, d'Allemagne, d'Abu Dhabi. Et donc j'ai suivi une formation basique dans la zone des vols domestiques en juin. Ce fut court et intense. Je réalise vraiment que c'est un autre niveau d'exigence. Je finissais mes journées sur les genoux et avec le vertige. Voilà, mais bon, quel plaisir de revenir sur la piste. Bon, hélas, ça n'a pas duré. Juillet et août, j'étais de retour à la maison. Il a fallu attendre septembre pour être convoqué. Là, j'étais vraiment beaucoup plus inquiet. Le fameux courrier qui indiquait la reconduction des primes, il n'était pas arrivé. Et une collègue m'avait envoyé un SMS pour me dire que c'était fini les primes. Et un autre collègue, passé dans l'équipe administrative, m'avait communiqué en douce le niveau de dette de la boîte. Alors quand j'ai été convoqué par téléphone, j'ai senti qu'il allait se passer un truc violent. Puis il faut dire que plus jeune, j'avais vu à la télé les fameux Shudan Kaikyo, les licenciements massifs à la japonaise. C'est vrai qu'à la fin de la bulle, les patrons japonais viraient en masse et c'était une boucherie, quoi. Donc je suis arrivé au bureau, le ventre noué. Ah, j'arrivais pas à bouffer. Et en fait, ils voulaient prendre la température pour savoir quels étaient mes projets. Ils attendaient de savoir si je voulais continuer avant de m'annoncer officiellement la reconduction de la prime. Bon, apparemment, certains ont décidé de démissionner. Et c'est pour ces gens-là qui ne voulaient pas la reconduire, en fait. Donc, suite à ça, ils m'ont proposé la chose suivante. Donc, du fait qu'on ne va pas avoir un retour complet des vols internationaux, ils m'ont dit, voilà, tu migres dans la zone des vols internes à partir de novembre. Voilà, parce que les vols, ils vont reprendre dans la zone internationale, mais beaucoup moins fréquents qu'avant. Donc l'autorité aérienne IATA a annoncé que le retour à la normale du trafic aérien prendrait plus de 3 ans. Alors, moi, si je veux rester à temps plein, je ne peux pas faire autrement que de mixer entre la zone internationale et la zone des vols intérieurs. Donc par contre, bon, avec la crise, les conditions de travail ne seront plus jamais comme avant. Donc par exemple, fini la navette de la société qui nous prenait à la gare et nous lâchait jusque devant les bureaux dans la zone internationale en fait. Donc ça c'est fini en fait. Donc dorénavant, ben, je me débrouille en fait. Ça veut dire que pour aller dans la zone
qui me concerne. Je vais devoir déjà prendre le train jusqu'à l'aéroport. Et là, bah, avec mes deux pieds, il va falloir que je traverse toute la piste. Je traverse tout l'aéroport. Je ne sais pas si vous savez combien ça fait une piste internationale. Et donc cette piste, je vais devoir la traverser 2 fois par jour, peut-être plus. Et il se trouve que la compagnie aérienne dont je dépends a placé ses locaux, comme par hasard, dans la zone de fret, tout au bout de la piste. Voilà. Et les employés de l'aéroport, eux, ils ont tous un vélo. Mais là, dans la zone de fret, il n'y a pas de vélo qui passe. Là, ils n'autorisent pas. Il y a un passage de contrôle spécifique à cette zone. D'ailleurs, mon badge actuel ne m'autorise pas à m'y rendre seul. Actuellement, une demande a été faite auprès de l'autorité qui gère la sécurité de l'aéroport pour que j'ai un nouveau badge permettant de rajouter cette zone à mes privilèges. Voilà, donc voilà le topo. Bon, je suis un petit peu rassuré quand même, parce que le travail reprend, et puis je vais enfin revoir l'aéroport, mes collègues, tout ça. Donc j'espère que ça va bien se passer. Bah, la suite, elle dépend du retour du trafic aérien. Voilà, donc voilà pour le topo de mon activité à l'aéroport. Et je croise les doigts. Allez, salut!